Alors en manchette aujourd'hui, l'achat de l'église confirmé à Sainte-Élisabeth et une aire de repos en préparation au Pont-Grand-Champ. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mardi 25 août. Alors on débute aujourd'hui en parlant de l'Assemblée spéciale qui s'est tenue à Sainte-Élisabeth le 19 août dernier, soit à peine 5 jours après la période de la fin de consultation qui se terminait le 14 août au sujet de l'achat de l'église du village par la municipalité. Nous avons rejoint ce matin par vidéoconférence le maire de la municipalité, Louis Bérard, pour en discuter. Et lors de notre dernier entretien, il affirmait ne pas pouvoir prolonger davantage les périodes de consultation car la fabrique avait demandé une réponse avant le 1er septembre. Alors, le maire a donc choisi de procéder rapidement après la fin de la période de consultation le 14 août. Nous sommes donc revenus avec lui sur cette assemblée spéciale ainsi que sur la visite d'hier de la ministre Proulx à Sainte-Élisabeth pour confirmer notamment une aide pour les travaux au rang de la chaloupe. Alors, voici la portion de notre entretien au cours de laquelle ces sujets sont abordés. Effectivement, afin de respecter les délais selon l'entente avec la fabrique, nous avons fait une assemblée spéciale là, pour procéder à l'achat de l'église. Et d'ailleurs, dans la vidéo que vous allez voir de l'assemblée, pas voir, mais entendre, excusez, on a tout nommé là, sur 2 pages et demie toutes les conditions et toutes les consultations qu'il y avait eu depuis 2018 pour cette acquisition-là. Toutes les démarches et explications qu'on a faites auprès des citoyens et citoyennes là, depuis ce temps-là. Malheureusement, la pandémie, au moment où on a pris la consultation publique, on n'avait aucune permission d'aller à ce moment-là en référendum là, de quoi que ce soit. OK? Puis par la suite, en plein milieu de la consultation publique, là, il est arrivé une petite. Le gouvernement a sorti une nouvelle condition qui disait que peut-être qu'on pourrait aller en référendum avec beaucoup de spécialités, beaucoup de choses qui auraient dépassé les délais du 1er septembre. Donc à ce moment-là, nous, on a tout simplement continué notre consultation publique. On a demandé aux gens de voter sur le site Internet de la municipalité. D'ailleurs, sur le site Internet de la municipalité, on avait envoyé, nous, un pamphlet écrit à tout le monde, à tous les citoyens et citoyennes. Et à ce moment-là, ils devaient le consulter et aller sur le site de la municipalité pour tout voir les détails des dépenses, tout énuméré un par un. Fait que tout était déclaré au niveau des dépenses. Et ces dépenses-là, ce n'étaient pas des chiffres en l'air, parce que c'était tous des chiffres qu'on a pris selon notre ingénieur qu'on avait engagé au début de l'année pour faire sortir quels seraient les coûts de réparation à l'intérieur de l'église possible. On avait un total de 206 000 qu'on a détaillé sur notre site Internet au complet. Fait que tout le monde, à ce moment-là, avait tout accès à tous les chiffres au complet. Donc, nous, on a fait 5 semaines de consultation publique, alors que la loi nous en demandait seulement que 2 semaines de consultation publique. Mais à cause que c'était pendant la période estivale, on a préféré prolonger à 5 semaines pour donner justement la chance aux gens qui étaient partis 2 semaines en vacances, puis 2 semaines s'arrêter dans la même période. Bien, il y avait encore 2 autres semaines par la suite pour répondre quand même aux commentaires là-dessus. Fait qu'on a donné 5 semaines en tout là-dessus. Et quel a été le résultat de la consultation? On a eu 64% qui étaient pour l'achat de l'église à ce moment-là. Donc, nous, on a été de l'avant en faisant une réunion spéciale là, le 19 août. À ce moment-là, il y a un vote qui a été pris au sein du conseil municipal. Effectivement, il y a un vote qui a été pris, c'était adopté par majorité au niveau du conseil. On peut peut-être dire qui a voté pour, qui a voté contre? Oui, juste un instant, s'il vous plaît. OK. On votait pour la résolution. On avait M. Benoît Desrochers, M. Serge Perrault, Mme Josée Leclerc et moi-même comme maire, je n'ai pas enregistré mon vote. Et on votait contre M. Claude Hull et Mme Joanne Pagé. Et on se rappellera qu'il y a une pétition qui a circulé dans le village demandant la prolongation de la période de consultation et l'ajout de rencontres d'information dans une salle et non de façon virtuelle. Elle aurait récolté plus de 300 signatures, je crois. Oui, effectivement, on a reçu cette pétition-là.
J'ai rencontré d'ailleurs les conseillers Claude Hull et Joanne Pagé avant la réunion spéciale. Apparemment, après discussion avec eux, ce que j'ai entendu, ils auraient omis d'informer la population en passant la pétition qu'il y avait beaucoup d'informations sur le site de la municipalité, en mentionnant que tout simplement la municipalité n'était pas transparente parce qu'on avait mis des coûts de réparation de 206 000, mais qu'on n'en donnait pas d'explication. Alors que sur le pamphlet qu'on avait passé, c'était bien détaillé d'aller voir sur le site de la municipalité que tous les détails étaient énumérés là au complet. Malheureusement, cette pétition-là, tant qu'à moi, personnellement, étant donné qu'ils auraient omis de mentionner aux gens en passant la pétition que tous les détails pour les réparations étaient faits par des professionnels et tous les détails étaient très bien inscrits. Pour nous, la pétition, l'importance qu'elle avait n'était plus là, à cause de la mauvaise information qui était transmise à la population. Et là, quelles sont les prochaines étapes dans le dossier de l'Église? Présentement, c'est de faire, au niveau des arpenteurs, de séparer le cimetière de l'église au niveau du terrain. Donc, on a mandaté en même temps les arpenteurs pour faire ça. Et aussitôt que ça c'est complété, on pourra notarier avec la fabrique la transaction pour l'achat de l'église. Si j'ai bien compris, là, vous avez aussi décidé d'acheter le terrain appartenant à la fabrique sur lequel se trouve une partie du terrain de soccer? Oui, effectivement, parce que la fabrique avait une entente avec la municipalité antérieurement pour nous prêter une partie du terrain qui était situé parallèlement au cimetière, qui est derrière le presbytère, qui a déjà été vendu d'ailleurs l'an passé. Fait qu'à ce moment-là, parce que sinon, on perdait la moitié de notre terrain de soccer si on n'en faisait pas l'acquisition en même temps. Puis ça, est-ce qu'on peut dire combien ça a coûté à la municipalité pour l'achat de ce terrain-là? C'est tout compris avec l'Église pour un gros montant de 1 $. Ah. À l'Assemblée spéciale, là, on avait octroyé aussi pour vider nos étangs aérés pour les bouts qui sont à l'intérieur. Fait qu'à ce moment-là, il y a eu une firme environnement Viridis au montant de 43 000 qui était octroyé là, pour vider les étangs aérés à ce moment-là. Ça complète notre assemblée spéciale qu'on avait eue à ce sujet-là la dernière fois. Et autre sujet, là, nous en avons parlé brièvement hier, mais dans notre bulletin, vous avez finalement eu la confirmation d'une aide du gouvernement du Québec pour les importants travaux au rang de la chaloupe dont on avait déjà parlé, ainsi qu'une aide pour l'installation de vos jeux d'eau dont on avait aussi parlé. Effectivement, on a eu une aide pour le rang de la chaloupe que Mme la ministre Caroline Proulx, ministre du Tourisme, et en même temps, nouvelle ministre de la région de la Naudière, nommée la semaine dernière d'ailleurs, qu'on l'a félicité en passant à ce moment-là. Donc, on a une aide d'environ 800 000 $ pour la réfection du rang de la chaloupe, dont le rang de la chaloupe va coûter 1 471 686 plus les taxes à ce moment-là. Donc, c'est le nouveau programme qui a été bonifié par M. Legault dernièrement avec l'aide de 100 millions en infrastructure. Donc, on a eu une bonification sur la subvention pour faire les chemins en même temps. Donc, on a présenté notre projet juste à temps, on était prêt pour ça. Je reviens tantôt aux jeux d'eau. Les jeux d'eau sont terminés chez nous depuis 15 jours. Puis on a eu une subvention, on a été chercher environ 120 000 au programme La TEC. La TEC, c'est un retour de taxe du programme Canada-Québec, qui est sur un budget de 4 ans. Donc, on pouvait aller chercher ce montant-là pour nous aider à financer les jeux d'eau. Ce qui fait qu'à la fin, pour les jeux d'eau, il n'y aura pas d'emprunt au niveau de la municipalité pour ce projet-là. On va réussir avec les subventions à le faire et on n'a pas pénalisé au niveau des taxes nos citoyens, nos citoyennes là-dessus. Et maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique pour l'ensemble du Québec, à l'échelle provinciale, la santé publique rapporte 5 746 décès reliés à la COVID-19 depuis le début de la crise et la santé publique signale 62 nouveaux cas aujourd'hui. Et en ce moment au Québec, il y aurait 118 personnes hospitalisées en raison du coronavirus et de ce nombre, 12 se retrouvent aux soins intensifs. La région de la Naudière compte maintenant 4 790 de tests positifs à la COVID-19 depuis le début de la crise, soit 4 de plus qu'hier. Et vous le savez, le Centre de santé de la Naudière a recommencé à publier des chiffres plus précis sur la progression de la COVID-19 dans la région. La dernière mise à jour a été publiée hier. Alors, selon ces chiffres,
la MRC d'Autrey aurait 34 cas considérés comme des cas actifs, donc des personnes qui ne sont pas décédées et sont toujours malades, ce qui place désormais la MRC d'Autrey au deuxième rang dans la Naudière en termes de cas actifs. Par comparaison, la MRC de Joliette en a 49, celle des Moulins qui en a 26, celle de l'Assomption 23, Matawini 14 et Montcalm 10. Et dans la MRC d'Autrey, les municipalités avec le plus de cas actifs sont Saint-Gabriel et Mandeville. Alors, il faut donc demeurer prudent. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au chapitre des anniversaires pour ce mardi 25 août, la FADOC de l'île du Pas souhaite un joyeux anniversaire à Jocelyn Carpentier et Francine T. Valois. Alors, c'était les anniversaires du jour. Pour aujourd'hui, on souhaite un très joyeux anniversaire à ces personnes. Cela dit, on se déplace maintenant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Lors du plus récent conseil municipal, un contrat a été octroyé pour la rédaction d'un plan de conservation du pont Grand-Champ et il y a aussi une aire de repos qui est en cours d'aménagement à proximité du pont Grand-Champ. Voici les précisions à ce sujet du maire de Sainte-Geneviève-de-Berthier, M. Richard Giroux. Vous savez qu'au pont Grand-Champ, on est en train de faire des travaux là, pour faire une sorte de halte ainsi qu'un petit stationnement. Puis dans ça, il y avait également là, l'octroi d'un contrat là, pour la rédaction d'un plan de conservation. Fait que ça a été octroyé à la compagnie Patrie H pour la rédaction de ce plan de conservation-là du pont Grand-Champ. Puis ça sera dévoilé, qu'est-ce qui va être fait là, plus précisément? Oui, ça devrait être dévoilé, oui. L'aire de repos comme telle, elle sera aménagée quand? Là, il faudra, les travaux sont en train de se faire. Quand est-ce qu'ils vont commencer? Oui, c'est commencé. Et là, avec la COVID, hein, on a des complications. Les employeurs, pas les employeurs, mais les employés. De toute façon, ce n'est pas des employés parce qu'on a des contrats, mais ceux qui vont faire les travaux, des fois, ils ont de la difficulté à cause de la COVID, qui a tout retardé tous les dossiers. Mais c'est en train de se faire. On pourrait après, c'est sûr qu'il devrait peut-être avoir aussi une petite inauguration là, de ces travaux-là, parce qu'on a quand même un comité là, qui est assez actif dans ça, un comité de citoyens pour la protection du pont Grand-Champ, dont celui qui travaille beaucoup là, pour ça, puis qui a quand même, c'est grâce à lui que le pont a été quasiment conservé. M. Louis-Frid Lanois qui demeure sur la Bayonne, qui est une des personnes là, qui travaille fort, puis il y a le pont Grand-Champ vraiment à cœur. Puis c'est sûr que quand les travaux vont être faits. L'aire de repos, c'est financé comment? Là, il y a une partie que la municipalité, puis une partie encore là, par le pacte. Le fonds, comme je vous dis, c'est comme l'ancien pacte rural. Là, une partie, c'est le pacte rural, une partie, c'est la municipalité. Puis donc, vous me dites, il y aurait, au cours de l'automne, une inauguration officielle? Ça devrait, oui, on va vérifier, parce que c'est sûr que c'est un beau projet. On veut que ce projet soit connu de la population pour qu'ils puissent venir pas participer, mais utiliser ce parc-là, ainsi que ce stationnement-là.
Alors, on reste à Sainte-Geneviève-de-Berthier. La municipalité a aussi investi dans une autre aire de repos afin d'y faire des travaux pour la restaurer, la halte routière en bordure de la route 138 en face de la Grande Pépinière. Il y a notamment une nouvelle clôture qui a été installée, des tables de pique-nique. Plus de détails à ce sujet avec le maire Richard Giraud. De la municipalité, c'était un drôle de dossier, ça, parce que cette pépinière, cette halte routière-là, initialement, c'était le ministère des Transports qui était propriétaire, qui se pensait propriétaire. Il y a à peu près, je ne sais pas moi, 15-20 ans, ils étaient venus nous voir pour nous remettre la pépinière. Pas la pépinière, mais l'espace devant la pépinière, la halte routière. Et après, ils sont aperçus que ce n'était pas à eux, cette halte routière-là, que c'était au ministère là, des ressources naturelles. En tout cas, le ministère qui s'occupe de la pépinière, en fin de compte. Nous autres, on a des salles de bain qu'on a fait pour les gens là, quand ils arrêtent sur cette halte routière-là. Fait que pour pouvoir là, faire une toilette, s'occuper un peu du coin, mais là, il faut louer. C'est un peu bizarre. Là, on loue, c'est pas un gros montant quand même, on loue au ministère pour nous permettre de rendre un service à la population. Puis on avait essayé encore d'essayer d'obtenir, au moins, on dit, si vous ne voulez pas vous en occuper, on est prêt à s'en occuper, nous. Fait que on prendrait, vendez-nous, cédez-nous cette lisière-là. Actuellement, ils ne veulent pas nécessairement faire ça. Fait que là, nous, comme municipalité, bien, il y a une petite toilette. Là, c'est sûr qu'avec la COVID, bien, la toilette a été fermée parce que sinon, à toutes les fois, il faut vraiment là, passer les désinfectants. C'était trop lourd là, pour notre municipalité, mais quand même, on a fait faire la rampe blanche. C'est la municipalité qui l'a fait, ainsi qu'on a des tables de pique-nique là, sur cette halte routière-là. Elle est quand même très fréquentée. Là. Oui, très fréquentée, c'est sûr. Mais on trouve ça un peu, parce qu'on donne un service. Moi, je crois en tout cas que ça ne devrait pas être la municipalité à donner un service. Pour ça, quand la plupart des utilisateurs, c'est le gouvernement, c'est des citoyens à travers la province. Donc, ce sera plus, à mon avis, au gouvernement de supporter cette charge-là et non une municipalité. C'est notre opinion, mais en tout cas, actuellement, c'est qu'on loue. Ce n'est pas un gros montant, mais on loue. C'est nous qui donnons le service là. Cela dit, emploi et programmes aidant à la réinsertion sur le marché du travail. Maintenant, on vous rappelle qu'il reste quelques places de disponibles pour la nouvelle cohorte du programme Déclic Action du groupe Déclic de Berthierville. Rappelons, là, le programme Déclic Action, ça accompagne des personnes afin qu'ils effectuent un retour sur le marché du travail. Et depuis 18 ans, il y a près de 400 personnes qui y ont participé. Elles ont pu élaborer un plan d'action, trouver un emploi et même faire un retour sur les bancs d'école. Et c'est un programme qui est offert gratuitement. Il dure 14 semaines et il aide les participants à découvrir leurs compétences et leurs intérêts. Et le programme, eh bien, il est offert en collaboration avec Service Québec-Lanaudière. Et la période d'inscription pour le 40e groupe, elle est commencée. Le groupe lui-même a débuté la semaine dernière, mais il n'est pas trop tard pour se joindre au groupe. Il reste encore quelques places, mais elles sont limitées. Alors faites vite. Si vous désirez de l'information, vous pouvez communiquer avec Michel Colette au 450-836-1079. Je redonne le numéro de téléphone. 450-836-1079, le poste 8, pour rejoindre Michel Colette et avoir plus d'informations et peut-être vous inscrire. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Au CHSLD Le Château de Berthier, le 28 juillet dernier, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Irène Caillé. Elle était l'épouse d'André Bellumeur, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Daniel et sa conjointe Louise Dubois, Anne-Marie et son conjoint Michel Dubois, son petit-fils Maxime et sa conjointe Mirka Cournoyer-Valois, son arrière-petit-fils
ses arrière-petits-fils plutôt, Milan et Hubert, sa filleule Diane-Paul Lucier, son frère Placide Caillé et sa conjointe Réjeanne Cournoyer, son beau-frère Jacques Bellumeur et sa conjointe Solange Moreau, lui ont précédé sa sœur et son frère, Thérèse Caillé, feu Réal Bellumeur, et Roger Caillé, feu Lucille de Roy. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille tient à remercier le personnel du CHSLD Le Château pour les bons soins prodigués à Mme Irène Caillé. Et selon sa volonté, Mme Caillé ne sera pas exposée. Il y a une cérémonie qui aura lieu en privé à une date ultérieure. Et à Joliette, le 1er août, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Georgette Lavallée, épouse de feu Roland Clément de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses filles, France Clément, Claire Clément, Muriel Clément et son conjoint Jocelyn Lambert, ses petits-enfants Benjamin, Olivier, Natacha, Violaine, Maude et Mallory, ainsi que de nombreux arrière-petits-enfants, plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et votre sympathie peut se témoigner par des dons à la Société Alzheimer de la Naudière. Et dû à la pandémie actuelle, la famille préfère ne pas recevoir de condoléances publiquement. Cependant, elle vous invite à vous accueillir avec eux lors des funérailles qui auront lieu ce samedi, le samedi 29 août à 11h en l'église de Saint-Cuthbert. Et Mme Lavallée sera ensuite inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert. À Joliette, le 18 août, à l'âge de 61 ans, est décédé M. Daniel de Grandpré, époux de Sylvie Fafard, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Marc de Grandpré, Francis de Grandpré et sa conjointe Isabelle Paradis, ainsi que Roxane, Cédric et Elliot, qu'il considérait comme ses petits-enfants, sa belle-mère Marguerite Urbain, sa sœur Renée de Grandpré et son conjoint Jean-Pierre Houde, laisse aussi dans le deuil ses belles-sœurs, Nicole Fafard, feu Marcel Grenier, Céline Rondeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis, ainsi que tous ses confrères pompiers de la caserne 50 du service incendie de la MRC d'Autrey. Alors, votre sympathie peut se témoigner par des dons à la Société canadienne du cancer et il y a des formulaires qui seront disponibles au salon. La famille accueillera parents et amis le samedi 29 août dès 15h au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 17h. Et comme vous le savez, les services pour les personnes décédées au début de la crise de la COVID-19 ont débuté. C'est le cas notamment pour M. Viateur Héroux, décédé à Lavaltrie le 8 avril dernier à l'âge de 86 ans. Il était l'époux de Liliane Lemay, demeurant à Lavaltrie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Joanne Héroux et son conjoint Richard Bruno, Jocelyne Héroux et son conjoint Louis Simard, Robert Héroux et sa conjointe Marie-France Giverne, René Héroux et sa conjointe Mireille Larose, laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Geneviève, Élisabeth, Francis, Marie-Joëlle, Audrey, Mathilde, Anne-Charlotte, Maxime et leurs conjoints et conjointes. Laisse aussi dans le deuil ses arrière-petits-enfants, Mégane, Mia, Jade et Emma. Laisse aussi dans le deuil plusieurs frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera ce dimanche, le dimanche 30 août, de 13h à 16h au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Et il y a une liturgie de la parole qui aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du complexe. Maintenant, au CHUM de Montréal, le 19 août, à l'âge de 28 ans et 10 mois, est décédée Mme Marie-Pierre Brissette, fille de Richard Brissette et de Linda Adam. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, sa cousine Caroline Brissette, son amie Vicky Croussette, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis le dimanche 6 septembre dès midi au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra un hommage à la chapelle à 14h. Et les cendres de Marie-Pierre seront ensuite déposées au columbarium du complexe. Cela dit, votre collaboration est demandée afin de respecter les nouvelles normes sanitaires de la santé publique qui seront mises en place au salon pour l'ensemble de ces services. Même chose à l'église et le port du masque, et vous l'aurez compris, est désormais obligatoire.
Alors, c'était les avis de décès pour aujourd'hui. Et bien sûr, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Alors, on revient maintenant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Lors du plus récent conseil municipal, le processus pour l'installation d'une clôture derrière l'hôtel de ville est revenu au cœur des échanges. Voici maintenant les précisions à ce sujet du maire de Sainte-Geneviève-de-Berthier, M. Richard Giroux. Une résolution pour l'installation d'une clôture à la mairie. Parce que notre problématique, c'est que tous les équipements n'étaient pas tous clôturés. Fait que là, on a clôturé l'espace où ce que les équipements puis les équipements de la voirie vont être. En même temps, c'est qu'on a aussi réglé un autre problème, c'est qu'il y avait comme un passage près de du bureau de la municipalité qui allait d'une rue à l'autre. Puis le monde se servait ça comme une rue. Mais en réalité, c'était comme dangereux également. Fait qu'en faisant ça, bien, au moins, il y aura moins de circulation qui va passer à côté de la municipalité, puis entre la municipalité et le stationnement. Puis en même temps, c'était une pierre deux coups. On a régularisé cette situation-là. Mais là, est-ce que la clôture, le contrat a été accordé, c'est installé? Oui, bien là, c'est pas encore installé, mais le contrat a été accordé. C'est un appel d'offres sur invitation. Fait que on a mandaté la DG de procéder à l'appel d'offres public sur invitation. Le compte payé à payer, ça c'est toujours habituel, des choses habituelles qu'on Donc, fait. le contrat probablement va être donné à la prochaine séance. Oui, ça semblait ça. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, mardi soir, le ciel sera généralement dégagé avec une température de 17 degrés. Dans la nuit de mardi à mercredi, le ciel demeure dégagé et la nuit sera plus fraîche que la dernière avec seulement 11 degrés Celsius. Et mercredi matin, ce sera ensoleillé mais frais pour la saison avec seulement 12 degrés. Et en après-midi, mercredi, de belles heures pour profiter du soleil avec 19 degrés Celsius. Et en soirée mercredi, ce sera dégagé avec un mercure de 15 degrés. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale et excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Valérie, c'est une petite fille enjouée qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse, elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Cow. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit, est-ce que c'est normal? Et avec les émotions, tout ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Valérie était amputée au niveau du milieu du bras.
Puis ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie le savait pas. Après du recul, je me suis dit, il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit, elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Google.